qu'est-ce qu'un génie ? Peut-on devenir un génie ou faut-il naître avec des capacités exceptionnelles ? Pour Laszlo Polgár, la plupart des génies ont deux choses en commun. Ils ont commencé très jeunes et ont beaucoup travaillé. Pour lui, le génie n'est pas inné, mais acquis, et chaque enfant en bonne santé serait un génie potentiel. C'est sur ces fondements qu'il va se lancer dans une des expériences les plus folles de toute l'histoire de l'éducation humaine. Il va faire des enfants et les élever spécifiquement dans le but d'en faire des génies. Ok, on est en 1965, ça fait des années que Laszlo Polgár étudie la psychologie et qu'il s'intéresse au profil des génies. Il est persuadé qu'il peut transformer n'importe quel enfant en génie, et pour le prouver au monde entier, il décide d'expérimenter sur ses futurs enfants. Il commence donc à communiquer par courrier avec quelques femmes, dans l'espoir d'en trouver une qui accepterait de l'épouser pour mener cette expérience. C'est de cette manière qu'il rencontre Klara Alberger, une jeune professeure de langue ukrainienne. Au départ, Klara émet quelques réserves. Comme beaucoup d'autres, elle se demande même si Laszlo n'est pas fou. Mais ça reste une professeure, et elle sait qu'avec la bonne éducation, un enfant peut aller loin. Donc elle finit par se laisser convaincre et ils se marient 2 ans plus tard, en 1967. 2 nouvelles années passent, et l'année 1969 est marquée par la naissance de leur première fille, Suzanne. C'est à ce moment-là qu'après avoir longtemps réfléchi, Laszlo va enfin choisir le domaine dans lequel il compte mener son expérience. Il a pensé à l'art ou la littérature, mais étant des domaines plutôt subjectifs, c'est trop difficile d'y mesurer une performance. Laszlo a une théorie à prouver. S'il parvient effectivement à faire de Suzanne un génie, il faut que ce génie soit clairement mesurable et qu'on ne puisse pas le remettre en question. Il lui faut donc un domaine stable, objectif et systémique. Et c'est en ça qu'il va choisir le jeu d'échecs. À l'âge de 3 ans, Suzanne apprend les mathématiques, le russe, l'allemand, mais elle apprend principalement à jouer aux échecs. Lorsqu'elle a 5 ans, Laszlo l'inscrit au championnat de Budapest pour les filles de moins de 12 ans. Elle est de loin la plus jeune du tournoi et va jouer principalement des filles qui ont 2 fois son âge. Une fillette de 5 ans face à des préadolescentes. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer ? Suzanne va complètement dominer la compétition. Elle remporte le tournoi sans perdre une seule partie, et c'est depuis ce jour qu'elle commence petit à petit à attirer l'attention sur elle. Laszlo l'emmène ensuite dans un des clubs d'échecs de Budapest et propose à des adultes de jouer contre elle. Évidemment, les gens rigolent, l'accusent d'être trop petite pour atteindre les pièces sur l'échiquier, mais Laszlo insiste et Suzanne finit par jouer un match contre un des adultes du club. Personne n'avait jamais vu une fille aussi jeune jouer aussi bien. Elle remporte le match devant une audience époustouflée. Son adversaire, couvert de honte, se lève sans dire un mot et quitte les lieux en précipitation. L'histoire des sœurs Polgár ne fait que commencer. Notre récit nous emmène maintenant en 1974. Klara donne naissance à Sofia, puis 21 mois plus tard est née Judith, la benjamine. À force de voir leur grande sœur Suzanne s'entraîner avec leur père, Sofia et Judith ont très vite été fascinées par le jeu d'échecs. Et donc, Laszlo disposait de 2 nouveaux sujets d'expérience. La vie de la famille commence alors à s'organiser entièrement autour des échecs. Les filles ne sont pas scolarisées et passent le gros de leur temps à étudier à la maison. En fait, Laszlo n'est pas un joueur d'échecs très talentueux. Quand il se retrouve dépassé par l'éducation échiquéenne de ses filles, il engage une multitude d'entraîneurs d'échecs pour leur permettre d'atteindre le plus haut niveau possible. La journée typique des 3 sœurs, c'est de se lever vers 6h du matin, faire 3 heures de sport, du ping-pong avec un coach, puis elles rentrent manger et commencent réellement la journée vers 11h, où elles vont étudier les échecs pendant 7 à 8 heures avec leurs différents entraîneurs. Les filles Polgár ne sont pas les seules à travailler dur. Laszlo dort 3 heures par nuit et passe le reste de son temps à promouvoir l'éducation de ses filles. Il a vite compris que l'information est la base de l'éducation. Mais à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur et pas de base de données. Par contre, les parties d'échecs sont publiées dans des magazines. Alors Laszlo, il va acheter tous les magazines d'échecs qu'il trouve. Il va découper les parties, les coller sur des cartes. Il va tout annoter, trier et ranger dans un meuble qu'il appellera le cartothèque. C'est un véritable travail de fourmi.
Il passe des milliers d'heures à découper et coller, et il arrivera à rassembler manuellement environ 200 000 parties d'échecs. C'est extraordinaire. En fait, à ce moment-là, à part peut-être les archives secrètes de l'Union soviétique, c'est la famille Polgar qui possède la plus grosse base de données de parties d'échecs au monde. Les filles s'entraînent, encore et encore. Et les premiers résultats ne tardent pas à arriver. À 12 ans, Suzanne devient la championne du monde des filles de moins de 16 ans. Judith et Sofia marchant dans ses traces, les trois sœurs sont sur le chemin de la réussite. Mais ce long voyage ne sera pas de tout repos. Au début des années 80, la Hongrie est sous régime communiste, et l'école y est obligatoire. Les premiers succès de Suzanne vont rapidement attirer l'attention du gouvernement, à qui ça ne plaît pas du tout de savoir que les trois sœurs Polgar font l'école à la maison. C'est le début d'un long combat entre la famille Polgar et le régime. Clara se fait renvoyer de son travail. On menace de mettre Laszlo en prison, de leur retirer leur fille. Certaines nuits, la police vient même toquer à leur porte pour les intimider. Heureusement, tout ça se passe en Hongrie et pas en URSS. La famille résiste et reste forte. Ils font face à toutes les pressions pendant que les filles continuent de progresser et de performer. En 1984, à 14 ans, Suzanne devient la championne du monde d'échecs de la catégorie féminine et commence à convoiter les titres masculins. Alors, pour leur permettre d'aller plus loin, Laszlo décide de retirer ses filles des compétitions féminines. En avance sur son temps, c'est le premier à affirmer publiquement qu'au jeu d'échecs, les femmes et les hommes sont égaux, que les femmes sont en mesure de battre les hommes et même d'aspirer au titre de champion du monde. Szerintem egy nő lehetne férfi világbajnok, ha ugyanolyan sakszakmai és lélektani társadalmi feltételeket kapna, mint egy férfi. Egy problémát nem tudunk leküzdeni. Az, hogy a társadalom részéről egy kis diszkrimináció megvan. Mais ces propos ne vont pas plaire à tout le monde. La Fédération nationale d'échecs hongroise, en tant qu'arme du régime, refuse de voir les sœurs Polgar infiltrer le monde des hommes. Ils ont le pouvoir de détruire la carrière internationale des trois sœurs et veulent imposer leurs conditions sur la manière dont elles évoluent. Ils veulent de rapides succès dans les tournois féminins et fermer la porte aux compétitions masculines. Laszlo va se battre et tout faire pour protéger sa famille. Mais leurs passeports vont leur être retirés et pendant 3 ans, la famille Polgar sera interdite de toute compétition à l'étranger. En 1986, Suzanne est la première femme à pouvoir participer au championnat du monde d'échecs masculin. Mais la fédération va refuser de l'y envoyer. 1 an plus tard, elle subit de nouveau le poids de cette omniprésence masculine dans les hautes institutions échiquiennes. À la demande de la Hongrie et de l'URSS, la Fédération internationale d'échecs décide d'augmenter de 100 le classement de toutes les joueuses du monde à part Suzanne. Cette décision va briser son esprit de compétition et ralentir grandement sa progression. En 1988, éreinté par des années de combat, ou peut-être parce qu'il n'avait plus le choix, Laszlo finit par accepter que les filles représentent la Hongrie lors des Olympiades d'échecs féminines. Depuis la création des Olympiades féminines en 1957, parmi les 50 nations présentes, l'URSS a remporté toutes les éditions. Ils ont gagné 11 fois d'affilée et sont les grands favoris, comme toujours. Sauf que cette année-là, parmi les 4 filles qui composent l'équipe hongroise, il y a Suzanne, Sofia et Judith Polgar. Ce tournoi marque la fin de l'hégémonie soviétique. La Hongrie remporte les Olympiades et gagne la médaille d'or avec 33 points, le plus haut score jamais enregistré. Pour les sœurs Polgar, c'est la consécration. Leur performance est historique et elles obtiennent instantanément la reconnaissance qui va avec. Du jour au lendemain, les 3 sœurs deviennent un trésor national et sont officiellement décorées par la Hongrie. Un an après les Olympiades, c'est la chute du mur de Berlin. Et avec lui, s'effondre le communisme. Le rideau de fer est démantelé, les frontières s'ouvrent, offrant de nouvelles opportunités pour la famille Polgar.
les trois sœurs commencent à faire des compétitions dans le monde entier contre des hommes. Elles accumulent petit à petit les victoires et gagnent des prix. Ok. Avant de continuer cette histoire, je me dois de vous expliquer ce qu'est le titre de grand maître international. Outre le titre de champion du monde, le titre de grand maître est le plus élevé qu'un joueur d'échecs puisse obtenir. Pour devenir grand maître, il faut atteindre le classement de 2500 points Elo et réaliser 3 normes. Chaque norme de grand maître est extrêmement difficile à accomplir, et il existe de nombreuses règles pour définir ce qui constitue une norme. En fait, les grands maîtres sont les plus forts joueurs d'échecs au monde, et même les individus les plus talentueux doivent faire leurs preuves dans des tournois difficiles pour obtenir cette distinction. En 1972, il n'y a que 88 grands maîtres dans le monde entier. 33 d'entre eux sont soviétiques, et aucune femme n'a jamais obtenu ce titre. Reprenons maintenant notre histoire en 1989. 1 an et demi après les Olympiades, le monde des échecs a les yeux rivés sur Sofia. À seulement 14 ans, au tournoi international de Rome, elle joue contre 8 grands maîtres russes et va remporter les 7 premières parties. Cette incroyable performance sera, des années plus tard, notée la 5e meilleure performance de toute l'histoire des échecs. Mais Sofia n'est pas la seule à performer. 2 ans plus tard, à l'âge de 21 ans, Suzanne devient la première femme à obtenir le titre de grand maître. Elle prouve au monde entier que c'est possible et brise la barrière des genres aux échecs. Suzanne a pavé la voie pour toutes les femmes du monde et notamment pour ses sœurs. Sofia a fait sensation et marqué l'histoire des échecs lors du tournoi de Rome. Mais il reste une des sœurs dont je ne vous ai pas encore parlé. Et pour cause, cette petite fille est celle qui va vraiment secouer le monde masculin du jeu d'échecs. C'est la plus forte des 3 sœurs, Judith Polgar. À ce stade, on peut affirmer sans doute que toutes les sœurs Polgar ont un talent exceptionnel, mais Judith est de loin la meilleure. À seulement 12 ans, elle dépasse sa grande sœur Suzanne et devient la joueuse la mieux classée du monde. À 15 ans, en fin d'année 1991, elle devient la première femme à remporter le titre masculin du championnat de Hongrie. Et ce jour-là, seulement quelques mois après Suzanne, elle obtient le titre de grand maître, battant le record de Bobby Fischer et devenant la plus jeune grand maître de l'histoire. Judith est une petite fille mignonne et pleine de joie de vivre. Mais lorsqu'elle s'assoit devant un échiquier, son regard change et son instinct devient combatif. Son style de jeu, c'est d'attaquer furieusement son adversaire jusqu'à la fin. Et contrairement à ses sœurs, elle ne joue pas pour vaincre, mais pour mettre à mort sur l'échiquier. Cette combativité, c'est les meilleurs joueurs du monde qui vont en faire les frais. En 1993, elle joue et gagne contre l'ancien champion du monde Boris Spassky. Quelques années plus tard, en 1998, elle joue contre le champion du monde Anatoly Karpov et remporte également le match 5-3. Mais son match le plus emblématique est probablement celui contre Garry Kasparov, champion du monde incontesté pendant plus de 15 ans. Pendant la jeunesse et l'ascension de Judith, Kasparov fera des commentaires douteux à son égard. Il dira qu'elle a du talent, mais qu'elle reste une femme, et que les femmes ne peuvent pas tenir un combat long comme une partie d'échecs. Pour lui, les femmes ne sont pas faites pour le jeu d'échecs et resteront dans ce domaine toujours inférieures aux hommes. Pourtant, plusieurs années plus tard, leur chemin va finir par se croiser et Judith va jouer contre lui à l'occasion du match Russie contre le reste du monde. Le numéro 1 mondial, Garry Kasparov, ouvre la partie avec la défense berlinoise au lieu de jouer son habituelle sicilienne. Judith répond avec une ligne que Kasparov a déjà jouée. C'est une véritable chasse à l'homme dans laquelle elle prend peu à peu l'avantage offensif. Elle réalise un jeu positionnel excellent, parvient à prendre le contrôle du centre et finit par bloquer le roi de Kasparov sur la 8e rangée. C'est fait. Kasparov signe sa défaite avec la poignée de main obligatoire et part sans dire un mot. Itt a nap hőse, a Kasparov ölő. Mondtuk parti előtt, hogy kinyugasz? Igen, ez egy vadászat volt, és hát a fiú terítékre került. De hát valószínűleg nem visszük haza a lakásba. Après la victoire contre Kasparov,
Yoko Ono, la veuve de John Lennon, va écrire à Judith pour la remercier au nom de toutes les femmes du monde. Ce jour-là, Judith a planté la graine qui va faire changer toutes les mentalités. En 2002, à 27 ans, Judith est classée 8e mondiale, hommes et femmes confondus. C'est la seule femme de l'histoire à avoir été dans le top 10 et à avoir battu un numéro 1 mondial. C'est, de loin, la meilleure joueuse d'échecs de tous les temps. Suzanne reviendra sur la scène féminine en 1996 pour redevenir la championne du monde de la catégorie. Sofia sera la première à se détacher du jeu d'échecs avec l'envie de découvrir d'autres choses. Laszlo Polgár a réussi son pari fou. Il a élevé 3 génies des échecs sans jamais les forcer à jouer. Il a réussi parce qu'il aimait profondément ses filles, pour lesquelles il a tout sacrifié. Malgré leur enfance hors du commun, les 3 sœurs n'ont jamais exprimé de regrets sur la manière dont elles ont grandi. Elles aimaient profondément le jeu d'échecs, mais surtout, elles étaient ensemble. De nos jours, l'héritage qu'elles ont laissé continue d'inspirer des générations de joueurs et joueuses. Et peut-être que parmi eux, l'on pourra de nouveau observer la naissance du génie.